Jacques Ferrandez, bonjour. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. merci à vous. Alors, vous êtes auteur-illustrateur, vous avez publié de nombreux albums, dont les célèbres Carnets d'Orient. Votre ouvrage le plus récent est le premier volume d'un dithyque intitulé Orient perdu, qui met en scène la vie de Théodore Lascaris à Nice, Malte et en Égypte. Qui est-il et quelle est son histoire? Alors en fait, Théodore Lascaris a existé, c'est un personnage qui provient de cette grande famille des Lascaris, dont on dit que l'origine remonte aux empereurs de Byzance. C'est une famille niçoise, il y a les Lascaris de Vintimille, de Castellar, de Tendre, enfin il y a plusieurs branches dans cette famille. Et celui auquel je me suis intéressé, il a vécu à Nice au moment de la Révolution française, et il avait 22 ans au moment de la Révolution. Et en tout cas, à l'époque où en 1792, les troupes françaises franchissent le Var pour envahir le comté de Nice, qui à l'époque était rattaché au Piémont-Sardaigne, il s'enfuit, il quitte la ville et il va se retrouver à Malte, puisque beaucoup de Lascaris étaient chevaliers de l'ordre de Malte. Donc il va à Malte où il retrouve, disons, une espèce d'univers familier. Il passe quelques années à Malte entre 92 et 98 où il s'ennuie un petit peu, mais il met à profit ses connaissances d'architecte pour participer à la rénovation de certains palais à Malte. Et il est saisi en 98 par on peut dire l'invasion de Malte ou l'annexion de Malte par Bonaparte. Bonaparte arrive avec 300 navires, non pas pour conquérir Malte, mais en route, en escale, avant d'aller en Égypte. C'est encore une mission relativement secrète à ce moment-là. Et ça va être l'histoire de l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Et donc Lascaris va, avec quelques autres chevaliers de l'ordre de Malte, s'engager auprès de Bonaparte pour vivre cette aventure, à la fois au milieu de l'expédition militaire, mais aussi surtout de la cohorte de savants et d'artistes qui ont accompagné cette expédition. Comment est née l'idée de consacrer 2 albums à Théodore Lascaris? Alors, l'idée est venue du fait, d'abord, je ne connaissais pas du tout ce personnage. Alors, Lascaris, tout le monde à Nice connaît ce nom, le musée Lascaris, le palais Lascaris, etc. Il y a une rue Lascaris. Euh, Ce qui m'a surtout intrigué, c'est un récit, en fait, qui est arrivé jusqu'à nous par Lamartine, notre grand poète, qui, à la suite de son voyage en Orient, avait entendu parler de cette histoire-là, qui était à ce moment-là tout à fait inconnue, mais dont comment dire, le second, l'assistant de Lascaris, sur la période qui a suivi la période égyptienne, a vécu toute une aventure avec Lascaris et avait noté tout ce qui s'était passé. Et ce texte, Lamartine en a entendu parler, a acheté le manuscrit, l'a fait traduire et l'a retravaillé, l'a réécrit pour l'intégrer dans son voyage en Orient qui est publié en 1836, 4 ans après le voyage de Lascaris en ce qu'on appelait l'Orient, donc c'était plutôt la Terre Sainte, la Palestine, la Syrie. Et en fait, la seconde partie de l'aventure de Lascaris, sur laquelle je suis en train de travailler, c'est tout ce qui va conduire Lascaris à partir de la Syrie, de la Mésopotamie et de la péninsule arabique, comme on peut dire comme espion pour Napoléon. C'est-à-dire qu'il a été d'une certaine façon un Laurence d'Arabie un siècle plus tôt, dans les mêmes régions, avec les mêmes enjeux, avec les mêmes tribus, avec les mêmes parcours dans le désert d'Arabie. Et tout ça serait totalement passé inaperçu, parce que d'abord, il n'a pas eu la postérité de Laurence, hein, puisque son histoire s'est arrêtée au moment où il avait quasiment mission accomplie, mais c'est la chute de l'Empire, c'est la chute de Napoléon qui fait que ça n'a pas pu aboutir. Et c'est son assistant, en réalité. Lascaris s'est fait confisquer toutes ses notes par le consul d'Angleterre au Caire. Il a fini sa vie un peu de façon un peu mystérieuse au Caire. On pense qu'il a été empoisonné. Il était précepteur de Muhammad Ali, qui était le pacha d'Égypte, qu'il avait pris à son service pour l'éducation, l'instruction de son fils. Ses idées c'était quelqu'un d'assez, bon, qui avait une formation d'architecte, mais qui était une espèce de personnage assez fantasque, assez un peu imprévisible. Et sans doute ses idées ne devaient pas convenir en Égypte, dans le sérail, donc on dit qu'il est mort d'un mauvais café. Bon, donc, mais son histoire, disons, s'est poursuivie dans la mesure où le récit de cette histoire-là, qui avait été consigné par son assistant, qui était un jeune chrétien d'Alep, a été voilà, repris par Lamartine et plus récemment retraduit entièrement par un érudit, enfin
scientifique, enfin un universitaire syrien, qui a repris le manuscrit d'origine, qui était conservé d'ailleurs à la BNF en France, et qui en a fait une retraduction où il s'avère que ce récit est alors en dehors d'un récit d'aventure et d'espionnage, on peut dire, est aussi un vrai récit ethnographique ou anthropologique sur l'organisation des tribus, avec déjà l'émergence du wahhabisme, enfin un tas de choses qui nous concernent aujourd'hui et qui ont été vécues par ce Lascaris à l'époque, et je vous dis de façon totalement inconnu jusqu'à ce que je m'en saisisse pour en faire une bande dessinée. Vous avez publié une adaptation de L'étranger et du Premier homme. Qu'est-ce qui vous rapproche de Camus? Qu'est-ce qui vous touche dans son œuvre? Alors en effet, Camus, bon, je peux dire que ce qui m'en rapproche d'abord, c'est l'Algérie, puisque je suis né moi-même à Alger, au milieu des années 50. Camus est mort en 1960, donc évidemment, j'ai jamais pu rencontrer ni connaître Albert Camus, mais son œuvre a fait quand même un grand bout de chemin dans ma tête, puisque en dehors de L'étranger que tout le monde a lu en classe de première ou de terminale, j'ai beaucoup travaillé moi sur l'histoire commune entre la France et l'Algérie, et notamment dans la deuxième partie de mes carnets d'Algérie, où je parle de toute la période de la guerre d'indépendance, 54-62, les écrits de Camus, qui n'étaient pas ces écrits, disons, de romans ou d'essais. Beaucoup de ces chroniques, en fait, m'ont beaucoup servi par rapport à la position qu'il pouvait avoir sur cette période qu'il était en train de vivre, hein, sur cette séparation, en fait, entre la France et l'Algérie. Et beaucoup de choses qu'il dit peuvent être encore tout à fait lisibles aujourd'hui, et même plus que ça. Donc cette espèce de convergence enfin que j'avais avec l'œuvre de Camus m'a amené effectivement à travailler sur son œuvre, d'abord avec une courte nouvelle, L'Hôte, qui est dans l'exil et le royaume, ensuite L'étranger, évidemment, qui est un incontournable, et surtout Le Premier homme, qui est la troisième adaptation que j'ai faite sur vous savez, ce roman posthume et inachevé, que j'espère ne pas avoir achevé de la façon la plus la plus littérale, mais parce que j'avais vraiment envie aussi de me replonger dans ce qu'a été cette biographie de Camus et cette manière qu'il a aussi de parler des siens, c'est-à-dire en réalité c'est aussi les miens, puisqu'on est du même. Camus était de Bellecour, je suis né à Bellecour, vous voyez, donc il y a toute une histoire qui me parle énormément, bien sûr. À travers vos albums, vous racontez la Méditerranée sous toutes ses facettes, l'Algérie bien sûr, mais aussi la Turquie, l'Irak, la Syrie, le Liban. Vos voyages sont-ils motivés par le désir de capter ces paysages et ces atmosphères, ou à l'inverse, vos émotions sur place sont-elles à l'origine de l'envie de les exprimer ensuite à travers le dessin et le récit? Je crois qu'il y a beaucoup de ça, mais il y a aussi l'idée peut-être qui n'était pas consciente au début d'aller visiter des théâtres de conflits, des lieux, à la fois des lieux de grande culture, de grande civilisation. Et là, c'est quand même que ce soit la Syrie, la Mésopotamie, c'est le berceau, comme on dit, des civilisations. Et peut-être parce que inconsciemment, je suis moi-même né, comme je disais, au milieu des années 50 en Algérie, qui était déjà un pays en guerre, on peut dire, même si c'est un terme qui n'était pas du tout employé à cette époque-là. Et peut-être l'idée d'aller voir les traces de la guerre aussi dans cette Méditerranée, parce que c'est l'histoire de la guerre en Méditerranée, c'est aussi vieux que la Méditerranée, hein, donc on peut dire. Et puis ça continue, on voit bien. Donc il y avait cette idée peut-être de se confronter aussi, alors à la fois peut-être évidemment au paysage, aux populations aussi, parce qu'il y a aussi un apprentissage dans le voyage de ce qu'est la relation aussi aux autres, c'est-à-dire même si je ne parle pas l'arabe. Mais c'est vrai qu'au Liban, c'était un peu plus facile parce que encore pas mal de gens parlent le français. En Syrie, un petit peu moins, mais il y avait toujours le moyen d'avoir des interprètes ou des gens qui m'accompagnaient dans le voyage, qui me permettaient d'aller un peu plus au fond des choses, disons, plutôt que avec un regard. J'essayais de ne pas avoir un regard trop extérieur, bien qu'on évidemment quand on est comme ça en voyage. Vous savez, je crois qu'il y a une phrase dans un de mes carnets de voyage. Dans ces histoires-là, le touriste, c'est toujours l'autre, quoi. On se prétend voyageur, et puis évidemment, on regarde de haut ceux qui ont l'appareil photo en bandoulière, et vous savez, le gilet à poche, vous voyez, et le Bermuda, bon, évidemment, on n'est pas comme ça. Donc, il y a toujours cette ironie aussi par rapport à ce que c'est que de voyager, de prétendre se mettre à la portée, ou d'essayer de comprendre, ou d'essayer de connaître. C'est mieux que rien, effectivement, mais on ne cesse jamais, surtout dans ces régions-là,
on ne cesse jamais d'essayer d'apprendre ou d'essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui. Votre idéal de bonheur terrestre? C'est ma vie telle qu'elle est. Magnifique. L'état présent de votre esprit? Ah, l'état présent de mon esprit, je suis dans une grosse période d'activité, toujours en Méditerranée, alors peut-être plus dans l'histoire que dans la géographie cette fois-ci, puisque c'est le deuxième tome de Lascaris, où là on est en 1810, vous voyez, il y a 2 siècles. En fait, rien n'a vraiment changé, on peut dire. Les constantes sont là, il y a des espèces d'invariants sur les comment dire, les rivalités au sein des ethnies, des religions, tout ça est toujours évidemment strictement d'actualité. Oui, je suis dans une espèce de période où j'essaye comment dire, de mettre à la fois des mots et des images sur tout ça, peut-être pour essayer de les comprendre. Peut-être c'est vain, mais j'essaye. Votre devise? Ah, ma devise. C'est une phrase que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Parce qu'évidemment, on vit dans un monde qui peut être désespérant, mais a-t-il jamais été autre chose que désespérant? Les générations précédentes ont toujours eu des raisons de craindre à l'avenir, etc. Il y a une phrase parce que j'ai un ami qui était gravement malade et qui avait toujours des mots assez, comment dire, assez ironiques sur la vie. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup Sioran. Et du coup, en parlant avec lui, il avait une grave maladie. À un moment donné, il envisageait peut-être d'en finir. Et je lui dis, je vais retrouver une phrase de Sioran qui disait à quoi bon se suicider? Il y a encore tant de gens à décevoir. Merci beaucoup, Jacques Ferrandez. Merci à vous.